Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bienvenue dans le Riff Machine, encore un épisode consacré au film et à sa musique, et la raison est assez simple. Concert depuis presque un an pour tout le monde, c'est un peu triste. Donc, autant pas remuer le couteau dans la plaie, mater des films et des séries jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que notre dos nous rappelle à quel point vous avez une posture dégueulasse. Alors bon, aujourd'hui je suis accompagné de gens mal foutus comme JL. Ouais, salut. Salut, toujours mal au dos. Toujours. Avec la main brûlée en plus. Oh putain, le mec il s'est fait attaquer. C'est parce que t'es un infecté, tu t'es fait mordre. Non mais le mec il a cuisiné du gibier, c'est le gibier qui a gagné quoi. Enfoiré. Il a chassé ou comment ça s'est fait? Ah bah il a déballé de son sachet plastique, c'était un magret de canard. Et Nelson, qu'on vient d'entendre, ça va? Ouais, ça va, j'ai pas mal de... Oh mais non, peut-être t'es jeune toi. Il est jeune. Wesh mon Romain, comment ça va? Mais ça va très bien. Écoute, bon, bah, pareil, comme je suis vieux, donc j'ai mal au dos aussi. À cause de ma posture. Mais ça va. Vous avez bien compris que ce soir, nous sommes sponsorisés par... Synthol est un médicament pas en dessous de 7 ans. Alors, si nous avons le choix entre la vérité et le mythe, nous opterons pour le mythe. Celui de Manchester dans les années 80 à 90. Celui du punk, de la new wave, de l'acid house et de la hacienda. 24 Hour Party People, entre comédie rock et documentaire romancé, nous transmet sa vérité factuelle, entre légendes et rumeurs sur les personnes qui ont œuvré dans toutes ces sphères. Moi, je vous dis synopsis. Manchester, le 4 juin 1976. Anthony Wilson, présentateur sur Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée avec ses amis un label indépendant, Factory Records, et signe bientôt avec Joy Division, futur New Order, puis James and the Happy Mondays. Bref, vous êtes bien dans le Riff Machine et aujourd'hui, on va vous parler de... Ok, alors là... Allez, moteur, putain. Manchester, birthplace to the railways, the computer, the bouncing bomb. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show. I'm Tony Wilson. June the 4th, the Sex Pistols play Manchester for the very first time. There are only 42 people in the audience. Inspired, they will go out and perform wondrous deeds. For instance, behind me are Stiff Kittens, later to become Joy Division, finally to become New Order. That's John the Postman. He's a postman. Have you heard of Factory Records? My label. Joy Division, New Order, Happy Mondays. We are an experiment in human nature. What kind of music you got me bringing in? Sort of new wave. Kind of indie. Indian? It's a pity you didn't sign the Smiths. I've just seen God. What do you look like? You look like me. United Artists presents Steve Coogan in the international smash comedy. It's like Scooby-Doo, isn't it? Because they had a bus, didn't they? It is a little bit like Scooby-Doo. That takes you back to the start of a movement. This is it. The birth of rave culture. This is the moment when even the white man starts dancing. A time when legends were created. You know, I think that Sean Ryder is on par with W.B. Yeats as a poet. Give him an example of some of your lyrics. Good, double good. And rules were broken. Really ought to be careful with that, Sean. You could take someone's eye out. Did I offer anybody like the best experience you've ever had? Don't judge. I'm being postmodern before it was fashionable. When you have to choose between the truth and the legend, print the legend. Is he gonna hit me? 24-hour party people. Bah, le rituel, c'est qu'on commence en faisant du tour de table comment vous avez découvert ce film. Donc, qui est sorti en 2002. Et le réalisateur, c'est qui, Romain, déjà? Michael Winterbottom. Et t'avais un truc à ajouter, JL, non? Bah, c'est le trou du cul de l'hiver pour moi. Voilà. Cette blague a été faite au moins une fois. Michel, le trou du cul de l'hiver, c'est ça. Je l'ai fait 17 fois dans la journée. Ouais, c'est pour ça, je voulais qu'il la sorte maintenant, comme ça c'est fini.
inscrit dans le marbre. Voilà. Voilà, bah tiens Yann, toi, vu que c'était ton choix de film. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui le vois, l'ai pioché sur les conseils d'un ami qui s'appelle Mo, qui n'est pas là ce soir. Qui devait venir, mais qui n'est pas venu. Qui aurait pu participer parce qu'il est très très calé. Pourquoi? Il est calé sur quoi? Sur la scène de Manchester. Ça parle surtout de Happy Mondays et Joy Division. Et j'étais plus calé sur Joy Division, enfin c'est ce qui me parle le plus. J'ai appris avec ce film aussi l'existence de ce groupe Happy Mondays qui a sublimé voilà, et qui a créé une scène de Manchester. Alors moi j'ai appris l'existence de ce film en tirant les petits papiers qu'on tire à la fin de l'épisode précédent. Sachant que c'est toi qui l'as tiré en plus. Ouais. Et ouais, c'est moi qui l'ai tiré et je fais là, c'est quoi et tout. Bon bah voilà, je n'y connais rien, je connais rien du tout à la scène New Wave. Je connais un peu le punk, les rave parties et tout, ça pas de problème, mais je connaissais pas et je l'ai vu ce matin même, j'ai adoré. J'ai envie d'aller à Manchester, me défoncer la gueule avec eux. C'est voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Sachant que Manchester a peut-être pas changé depuis. Ah mais je pense que Manchester est toujours aussi moche. Hein. Oui, je pense que c'est toujours aussi moche. Je connaissais Joy Division quand même aussi, peut-être plus que Happy Mondays. Ouais, je connais Joy Division, mais j'ai jamais été passionné par ce type de musique. C'est oui, c'est là comme ça, j'ai déjà entendu parler et tout, mais j'ai jamais vraiment écouté. C'est pas grave, il y a un début à tout. Donc j'arrête le podcast maintenant. Allez, salut. Voilà, bonne soirée, j'ai vu un bon film. Au revoir JL. C'était cool. Au revoir. Reviens enfin. Bah Robin. Alors moi j'ai découvert l'existence du film en 2000. En 2001, c'était avant qu'il sorte. Non, c'était pas avant qu'il sorte. Il est trop fort. Ça a été en 2006, un truc comme ça. J'avais un pote à moi quand je vivais à Toulouse qui m'avait prêté des CD de tout ce qui était rock indie. Je crois une quinzaine de CD et dedans il y avait Joy Division. Il me dit ouais, faut que t'écoutes ça. Et il m'a dit mais si t'aimes bien ça, faut que tu regardes le film 24 Hour Party People. Je dis ah oui, moi je le note et tout, etc. Ah, tu le dis bien. Et donc ça, je suis bilingue. Donc on est en 2006 et donc il me parle de ce film-là. Et donc en fait ce film-là, je l'ai vu il y a 2 jours. En fait, donc c'est-à-dire que je l'avais jamais vu entre temps. C'était un film que je savais qu'il existait. On peut conseiller des films. Donc on peut plus tard. Vous pouvez me conseiller des films, mais je les regarderai pas tout de suite. C'est comme avec Death, tout ça. C'est comme avec Death, tu vois. On peut en parler au collège. J'ai découvert ça en 2010, tu vois. Enfin, j'ai écouté ça en 2010, tu vois. Donc ça peut prendre énormément de temps. Donc du coup, je l'ai découvert, mais je savais de quoi ça parlait. J'avais une biographie sur Joy Division, donc je connaissais déjà l'histoire du groupe. J'étais pas très étonné. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'était le fait que c'est un film qui est très anglais. Très anglais, et moi j'aime bien ça. C'est pas vraiment un biopic comme on peut en voir maintenant avec les films de Bohemian Rhapsody et Rocketman avec Elton John, etc. C'est plus un film témoin. C'est entre le documentaire, fan footage documentaire. Ouais, c'est ça, c'est entre le film et le documentaire, parce que souvent t'as des cassages de quatrième mur, donc tu sais pas trop. Pour renforcer le côté journalistique. Ouais, je pense que c'est ça aussi, le fait que tu parles de la vie d'un journaliste, donc le mec s'adresse comme Nelson, du coup, j'ai découvert. Enfin, Happy Mondays, c'est un groupe que je connais pas. Et que j'ai pas spécialement envie de connaître parce que finalement j'aime pas spécialement ce groupe-là, mais qui sera Happy Mondays. Ouais, mais par contre le groupe a l'air super fun, les membres du groupe ont l'air super complètement timbrés, etc. Mais en tout cas le film était très cool. Et toi, Panda? Moi, Happy Mondays, je l'ai découvert pareil que vous. Le film, pardon, 24 Hour People. Ça suffit. J'ai découvert en tirant le petit papier, je ne connaissais pas ce film et puis je l'ai vu donc il y a 2 jours et j'ai trouvé ça excellent. C'est très drôle. C'est très drôle et comme Romain disait, t'as le côté journalistique ou je sais pas quoi. Pour moi en fait c'est pour donner de la crédibilité à ce qu'ils vont dire, tout en sachant que dès le début le film il te le dit, on peut choisir entre dire la vérité et puis la légende quoi, et ou le mythe, et nous on préférera parler du mythe quoi. Donc en gros tu sais très bien que c'est entre rumeurs et légendes, etc. Il y a tout qui s'entremêle. Il n'y a pas forcément tout qui s'est passé comme ça à cette époque-là, mais ils ont gardé les trucs, les traits les plus grossiers pour nous dépeindre un petit peu en fait comment ça se passait dans les années 70 fin 70, début 90 à Manchester quoi. Et ouais, cette scène-là, cette scène musicale et puis tout ce débordement créatif qu'il y avait dans ces années-là, ouais, ça te donne envie
de partir en vacances et boire des pintes dans les pubs, aller voir des concerts, etc. Il y a que ça à faire là-bas de toute façon. Oui, c'est vrai. Bah oui, t'as l'air de te faire quand même pas mal chier quand même. Hein. Bah, Il y a du deltaplane à faire aussi. Oui, ah oui, on en parlera, parce que c'est très vrai. drôle ça. Ouais, Parce que moi, quand j'ai trouvé le film, ça commence par cette scène de deltaplane. Je me suis dit, c'est ça et tout. J'ai vraiment trouvé le bon truc ou est-ce qu'on part. Moi, le début du film, je me dis, putain, on dirait le début d'un sketch des Monty Python. Ouais, c'est clair. Je me dis, voilà, c'est bon, on est dans un film anglais là. C'est bon. On voit un journaliste. Je vois que je suis en Angleterre, ça c'est sûr. C'est bon, t'es bien en Angleterre, tu vois bien un truc film. absurde avec un mec qui perd jamais son sang-froid. C'est parfait, t'es exactement là-dedans, quoi. Bah donc ouais, le film il s'ouvre sur la scène de deltaplane dont on parlait. C'est pour nous montrer justement qui est notre narrateur, hein, le producteur. Ouais, Tony Wilson. Wilson. Mais je me suis même demandé où est-ce qu'il voulait en venir d'ailleurs avec ce truc-là. Avec cette scène-là, j'ai l'impression que non, c'est juste comme ça, Non, quoi, c'est juste pour présenter le personnage. C'est bon, ça commence, ça quoi. présente le personne. C'est ça, comme quoi, bon, bah voilà, il est présentateur télé, et on va suivre sa carrière et son évolution, et en fait, toutes les personnes qui gravitent autour de lui, ou pas vraiment, c'est plutôt lui qui va graviter autour, en fait, des groupes. C'est ça. C'est comme ça qu'il nous raconte toute cette histoire-là, en fait. Mais il est vraiment présent dans le film, quoi. Il y a pas de scène où il est pas là, quoi. Ouais, c'est à travers son regard. Ouais. C'est à travers son regard, quoi. Donc oui, il est là, et puis il nous présente les choses, quoi, au fur et à mesure, etc. C'est assez drôle. Après cette scène de deltaplane qui nous dépeint un petit peu le personnage, qui fait un peu n'importe quoi à la télé, parce que bon, bah, il se fait chier, et puis il se fait un peu soudoyer. Bah, ça a l'air d'être un journaliste de reportage, quoi. C'est-à-dire qu'il va voir les journalistes de terrain, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, juste après ça, il se passe quoi? Bah, apparemment, c'est un concert mythique dont j'avais pas entendu parler à Manchester. C'était les Sex Pistols qui passaient donc, dans une micro-scène. Il y avait 42 personnes. 42 personnes, ouais. 42. Alors attendez, 40, 32... 24 hours, party people. Ça veut pas dire qu'il y en a 24. C'est la scène d'après, ouais, voilà, 42 personnes et il te narre 42 en fait, spectateurs. 42, le chiffre de la vérité. De la vie, de la vérité. Ah bon, c'est bon. Sérieux? Bah oui. Compute 1. As-tu une réponse à vous donner? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42. Et donc du coup dans ces 42 personnes, apparemment, il y avait que des gens qui avaient un destin artistique fabuleux. Alors c'est très drôle parce que dans la scène elle est vraiment présentée où les gens sont assis, ils bougent pas trop, il y en a juste un qui est un peu excité et tout, c'est surtout c'est bien fait concert parce que Covid d'ailleurs. C'est des images d'archives des Sex Pistols et les mecs, les acteurs sont intégrés dedans et c'est pas tellement dégueulasse quoi. Ça, non, c'est bien fait, passe, quoi. Même le plan à la fin de la scène. Ouais, le plan à la fin je trouve on voit le fond vert quoi. Mais les cuts sont très bien faits, c'est-à-dire qu'on voit des images d'archives des Sex Pistols en train de jouer dans cette salle. Après, ça cut sur les gars, les acteurs qui sont en train de faire le film. Il n'y a pas un moment où t'es coupé dans le truc. Il n'y a pas une espèce de faux raccord, quoi. Parce que surtout, le truc, c'est que le public est filmé de la scène, qui regarde bien la scène, et après, dans le montage, dans le public, tu vois une espèce de montage de scène dans ce que tu disais. Et c'est plutôt bien fait. C'est vrai que tu vois tout de suite que c'est une image d'archive. Hein. Tu vois tout, tu dis, oh, bah oui, c'est eux. C'est eux, tu les reconnais. C'est eux, le film est tourné en 2001. Sauf si t'as jamais mais tu vois bien qu'ils ont ont pas pris des acteurs pour jouer le rôle des mecs des Sex Pistols. Mais ils le font pour d'autres groupes. Ouais, ils le font pour d'autres groupes. C'est des scènes plus intimes. Plus intimes. Mais du coup, dans ce public, il y a les mecs de Joy Division, dont ils s'appelaient encore Warsaw. C'était même les Buzzcocks. Il y a les Buzzcocks aussi. C'était les Buzzcocks qui sont devenus Warsaw et ensuite Joy Division. Non, t'as un mec de Buzzcocks. Ouais, mais c'était Shelley et Devoto. Ouais. Des Buzzcocks, et qui deviendra Warsaw, et puis ensuite Joy Division, et ensuite New Order. Quoi. Et après, pourquoi Buzzcocks, c'est un groupe qui existe toujours, enfin, c'est un part entière. Ah oui? Ah oui, c'est pas... Et après, il y a Martin Annett aussi. Martin Annett. Le producteur complètement starbé là. Ouais, et moi je trouve génial ce personnage. Il est génial. Il est génial parce que il est, tu sens vraiment le mec, il a toujours une idée à la seconde
Mais tu sens qu'il a vraiment envie de bien faire, sauf qu'il est complètement alcoolique, il est toujours une clope au bec, etc. Qui est un peu méchant. Qui est très méchant, où en fait il est imbuvable. Il est imbuvable pour un mec qui boit tout le temps, c'est quand même très cynique. T'as la scène où en fait il demande au batteur de Joy Division de monter sur le toit. Parce que la batterie est vibre. La batterie est vibre. Et il faut tout démonter. Mais comment ça on démonte tout? On démonte tout, on la monte sur le toit. On la monte sur le toit, il dit vas-y joue. Il dit mais je m'arrête quand? On t'enverra quelqu'un. On t'enverra quelqu'un quand il faudra arrêter de jouer. Comme ça. Et donc après, oui, il avance le truc. Mais oui, c'est ça. Ce mec, on n'est même pas dans un 80. Oui, c'est ça. Le mec est bon, c'est un gros défoncé, mais il a toujours très lissé comme garçon. Pas très bien dans sa peau. Tout démonter. Je me fais chier et tout. Donc le mec a son idée et c'est ça que là on creuse du son, c'est comme ça que ça. C'est vraiment présenté d'une façon où il a l'air méchant, ça a l'air une scène où tu dis putain il fait chier l'autre et tu sens que c'est pour pousser en fait, tu vois, c'est pour pousser le truc. Même quand tu as la scène avec le bassiste où il dit ah non mais joue. Ok, tu sais bien tenir la basse. Ok, oui. Ça, tout le monde peut le faire, ça. Mais sinon, joue comme un musicien. C'est le mec qui est hyper méchant, quoi. C'est le mec, il a la haine et du coup, il joue mieux après. Ça, c'est une histoire de studio. Pour le film, quoi, la petite scène où ils ont fini d'enregistrer, ils se cassent en voiture, il y a toujours le batteur sur le toit. C'est le moment où tu dis, genre, bon, je pense pas qu'il est oublié sur le toit, mais dans le film ça fonctionne quoi. Ça montre que le mec il est passé des heures sur le toit. Il a passé des heures à jouer, mais genre même physiquement je suis pas sûr que ce soit possible, tu vois. Mais encore une fois, je disais dans l'intro le côté anglais, bah ça c'est typiquement anglais quoi. C'est une espèce d'humour où on met un gars qu'on oublie, les gens se barrent, il est encore là. Tu vois, c'est trouver ça très fin comme truc quoi. C'était marrant. C'était marrant. T'as parlé du producteur, comment ça se passait pour l'enregistrement du premier album de Joy Division? Oui, alors c'était donc le premier album qui était enregistré parce que les gars jouaient en fait. Non, il y en a deux. Il n'y a que deux albums de Joy Division, il y a No Pleasure et Closer. Et après c'est que des cookies, des singles sortis post-mortem de Ian Curtis. Le film vraiment se divise en deux parties. Dans cette première partie, c'est surtout Joy Division qu'on va suivre en fait. Et Joy Division qui joue déjà en live. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le film, il perd pas le nord sur le fait de nous montrer vraiment Joy Division comment ils étaient sur scène. C'est-à-dire Ian Curtis qui... alors je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos live du vrai groupe Joy Division où il joue, il balance ses bras, il sait pas quoi faire, etc. Parce que le mec est tellement stressé qu'il sait pas quoi faire. Donc en fait, il est toujours comme ça et c'est ce qui donne ce style quoi. Il se faisait dormir avant de jouer parce qu'il est hyper stressé, angoissé et tout. Mais il faut juste dire que après ce concert des Sex Pistols, il a créé justement la Factory. Oui, c'est Factory Records. Et c'est là où on rejouait. Oui, alors c'est là où on a un peu sauté un truc, c'est qu'en fait c'est à partir de ce concert des Sex Pistols qui crée la Factory et qui décide ensuite de produire ce petit groupe qui s'appelait Warsaw. Il y a une scène où il parle aussi de choisir le nom de Joy Division. Dans la voiture, Joy Division, ça fait référence au nazisme. Au camp de nanas. C'était aux femmes. C'était des femmes qu'ils avaient enlevées pour ensuite pouvoir créer la race supérieure. Femmes fertiles. Femmes fertiles, tout à fait. Pour créer la race supérieure, etc. Et donc il aurait quand même valu des petits emmerdements, parce qu'il y a un journaliste à un moment donné qui vient les faire chier après un concert, pour dire ouais, vous vous rendez compte, ça fait référence à ça, c'est dangereux, gna gna gna. Mais c'était parce qu'il y avait. qui vont au concert. Ah oui, voilà, mais c'était parce que c'était justement l'Angleterre sous Margaret Thatcher, c'est ça? Oui, elle arrive. Il y avait des mouvements néo-nazis qui commençaient à naître de partout, les mouvements skinhead qui étaient en train de passer. Et puis les mecs, ils se retrouvaient à des concerts de Joy Division. Mais non, c'est pas du tout. Non, c'était pas du tout ça, quoi. C'est pas ça, quoi. Après, t'avais Suxy and Banshees, c'était fin 70 aussi. Suxy, elle arborait souvent un brassard nazi, en fait. Et aussi, les Sex Pistols
avec le t-shirt où il se baladait dans la rue avec ça pour Oui, provoquer, c'était des restes du punk en fait. Quoi, voilà, de reprendre l'imagerie vraiment, genre on vous emmerde tous et on va prendre l'imagerie des plus grands méchants de l'histoire. Voilà, ça c'était un truc pour provoquer à fond, ils l'ont tous fait, enfin, des grands groupes. Oui. Beaucoup. C'était la facilité de provoquer avec ça, quoi. C'était peut-être encore un peu récent dans la tête, même si ça l'est toujours. Ah oui, sauf que maintenant tu te fais désinguer puissance 10 000, parce que les réseaux sociaux, c'est le tribunal populaire. C'est vrai que ça donne quand même une image aussi du fait que tu pouvais te permettre de faire ça. Certes, il y avait des scandales qui explosaient, mais ça passait quand même, tu vois. Il y avait... C'est pas une question que les gens étaient plus intelligents et comprenaient mieux, quoi. C'était juste que ça passait, quoi. Il y avait une petite provocation qui était plus intégrée, plus compréhensible. Il y a une réplique fantastique de Tommy Wilson. Il parle de postmodernisme et de cynisme, tu vois, et en gros, c'est se moquer des valeurs en fait d'une société parce qu'on n'a pas envie d'en faire partie. Et pas par idéologie. Tu vois, et j'ai trouvé ça assez fin et je vois pas pourquoi en fait on continue pas à penser comme ça sur certaines choses, quoi, en fait. Ce serait difficile en fait de le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui les groupes sont beaucoup multipliés. En plus il y a le black metal qui est passé derrière, donc qui a amené en fait l'imagerie dangereuse entre guillemets un peu plus loin. Voilà, pour moi le punk c'est la première. Non bien sûr, mais c'est l'idée de choquer, tu vois, en utilisant des imageries dangereuses. Et là, à cette époque-là, il y avait encore un boulevard qui était devant et... je pense que tout simplement, aujourd'hui, on est dans une autre période et il y a d'autres moyens de choquer qui ne sont pas forcément moins perturbants que d'arborer l'imagerie nazie. Et maintenant, on choque par autre chose. Par exemple, dans le hip-hop, on choque avec des mecs qui sont prêts à se flinguer dans la rue. C'est tout aussi violent et tout aussi insupportable que... Ouais, mais c'était déjà le cas dans... Oui, c'était déjà le cas, mais c'était pas encore vendu dans la musique, tu vois, ce type de truc. Ouais, mais il y avait le côté gang, on appelait ça le gangsta rap. Oui, gangsta rap, c'est encore après, c'est vraiment... Oui, le gangsta rap, c'est... On disait que c'était du gangsta rap, alors que lui disait non, c'est pas du gangsta. Enfin, moi je fais pas du... Moi je sais pas ce que c'est du gangsta rap, moi je fais juste du rap, j'écris des trucs et tout. Ouais, non, bien sûr. C'était parce que c'était le milieu dans lequel il évoluait. C'est vraiment dans les années 90 que ça a commencé à se vendre, ce type d'imagerie. Oui, voilà, c'était une autre imagerie, c'était celle de hip-hop, qui était les gangs, les flingues, le trafic, etc. Même si dans le hip-hop, c'est pas que ça, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the well. Quand il trouve le nom dans le film, voilà, donc ça fait un peu débat. Ça provoque un peu tout ça, mais les gens sont vachement fascinés par la bande, notamment. C'est grisé un peu sur scène. Il est vraiment angoissé comme mec en fait. Hein. Angoissé et angoissant d'ailleurs. Même quand tu vois l'acteur qui joue c'est China. C'est assez bon. Ouais, le gars. Et tu le reconnais direct d'ailleurs même dans la scène du bar avec sa petite chemise. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est quand il se rencontre avec Joy Division et Tony Wilson là. Le mec de Joy Division, il est prêt à lui casser la gueule, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui est très nerveux, quoi. C'est pas un petit fragile, même s'il a l'air comme ça. Il a l'air angoissé, mais bon, il est prêt à en découvrir. Il a envie de lui en mettre une. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que moi j'ai vu le film en VO sous-titré espagnol, hein, donc. Oh putain. J'ai compris quand même la plupart des dialogues. Il y a des fois, pourquoi il veut lui casser la gueule? Il vient de le rencontrer, je sais pas, tu vois, mais je crois que c'est par rapport au studio qu'il a créé. Alors, vous me dire si je me trompe. La Factory, ouais. C'est par rapport c'est un label. Oui, la Factory, en référence à Andy Warhol d'ailleurs aussi. Oui, grosse référence. Il dit ouais, t'es un gros connard et tout. Bah, ça, je le sais déjà. Il lui dit d'ailleurs Tony Wilson. Mais vas-y, viens et tout. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie de la légende de Joy Division, c'est quand ils se retrouvent dans un pub et qu'ils décident donc après la suite du concert, etc., de la création de la Factory et de signer Joy Division à la Factory, c'est cette fameuse scène où ils décident de signer de leur propre sang le contrat
De rédiger le contrat. De rédiger le contrat avec leur sang, et donc le gars dit ah putain il le fait, donc Tony Wilson s'ouvre le doigt, l'index, et puis il écrit donc avec une goutte de sang, et à chaque fois il écrit avec un couteau, etc. Non, c'était un couteau. Non, c'est un couteau. Avec la du goutte de sang, il le trempe à chaque fois. Il le trempe à chaque fois dans moi, Tony Wilson, machin, etc. Et en fait le contrat est scellé, alors ça fait vraiment partie de la légende du truc, quoi. Ça renforce encore ce côté, tous ces mythes sur le rock, le côté le sang, le lien. Alors pourtant c'était pas trop d'imagerie. C'était pas trop l'imagerie du groupe, mais... On va dire un groupe de black metal là, ok. Oui, mais peut-être que le groupe de black metal l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit ah Joy Division l'a déjà fait, alors on va pas le faire, tu vois. Ouais, mais dans les paroles après, Joy Division c'est quand même assez dark et tout, donc pour moi ça passe. Hein, oh, ça, de toute façon ils l'ont fait. Donc oui, voilà, ils l'ont fait, et puis c'est vrai que moi quand j'avais lu la biographie, j'avais imaginé un truc très glauque, très machin, alors que là dans le film c'est très festif en fait. Ils sont dans un pub là, ils sont bourrés, et puis ils se disent bah vas-y on le fait. Ouais, on le fait, ok, très bien, on le fait, c'est bon quoi, c'est une espèce de défi qui s'oppose à chacun. Il n'y a rien de sataniste, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de malsain dedans. On est juste sur la vie avant Manchester. Il y a un petit peu de tout. Oui, alors c'est. Il n'y a pas d'imagerie, c'est pas occulte ou quoi, c'est les mecs qui étaient employés de bureau et compagnie. Ouais, donc il y a ce côté-là qui n'y a pas d'imagerie. Qui désamorce, et donc je reviens encore une fois, et on le dira beaucoup dans cet épisode, c'est très anglais, quoi. C'est un truc très dur et désamorcé par une attitude tout le temps la fête, quoi. Une attitude un peu désinvolte, et puis c'est bon, on le fait, quoi. Après, c'est vrai que les mecs ils ont l'air de se provoquer souvent, c'est vraiment, ouais, tu vois, t'as dit ça et tout. Ouais, ça va se régler au pub et mais c'est ça là, qui fait très Manchester, c'est que t'as vraiment l'impression qu'à tout moment les mecs ils peuvent se taper pour rien. C'est c'est pas vrai, c'est sur la gueule, et tout. C'est la bagarre de l'alcoolisme en fait, quoi. On est ouais, ça sent la. Et genre d'un coup il y a un pain qui part alors que tu pensais que la scène était plutôt tranquille, quoi. Il y a ça aussi, puis c'est vrai, même ce qui m'avait marqué aussi, c'était la scène après la grosse crise d'épilepsie de Ian Curtis. Où ils se retrouvent après dans la bagnole, ils discutent et tout, etc. Et puis ils sont déjà en train de s'embrouiller alors que le mec vient juste de faire une crise d'épilepsie. Même avant, dans les backstage, où alors j'ai besoin d'une clope, alors que leur pote... Leur pote est en train de partir, en train d'avaler sa langue, etc. Et l'autre il dit ah non, je peux pas faire ça, faut que je m'allume une clope. Et donc le mec il est à côté du gars, et il fume une clope, et il s'en fout. Ah, c'est Rompati lui, alors lui... C'est vraiment, je m'en branle, quoi, tu vois. Et il y a un côté, tout est contrebalancé, quoi. C'est très dur, et en même temps, il y a une espèce d'humour derrière. Et je crois qu'ils se retournent dans la bagnole et Curtis il est déjà en train d'oublier. C'est ouais, c'est bon, je me sens bien, foutez-moi la paix. Et d'ailleurs, dans la scène de la voiture, on voit les plans de Ian Curtis en noir et blanc. Oui, alors c'est ça que je me suis dit. Sur la suite. Ce que je me suis dit, c'est qu'il y a vraiment un côté où tu sens qu'il le filme en noir et blanc, et à ce moment du film, tu dis ok, c'est bon, on va arriver à la scène, on va t'expliquer ce que va devenir Ian Curtis. C'est-à-dire que cet être très comment dire. Manchester. Très mancunien. Très, comment dire, lunaire, quoi. Sachant que, quand même, dans le film, il y a beaucoup de choses de sa vie qui sont pas racontées, par exemple. Tu vois, on te montre pas sa femme Debbie, avec qui il est marié, on montre pas sa fille, qu'il a eu, etc. Il est très jeune, il a 23, 24 ans. Ouais, voilà, c'est des mecs qui sont très très jeunes, quoi. Et on occulte un peu ça dans le film, ça va très très vite. Et donc, du coup, la première partie du film va se terminer là-dessus, donc sur le suicide de Ian Curtis, qui rentre chez lui, il est tout seul, il va aller voir la pote, il va voir d'abord la première femme de Tony Wilson. Propose de fumer un ange, lui il reste pas. T'as perdu ta bagnole, t'as plus rien. Oui, mais c'est parce qu'en fait, comme à l'époque, il était sous traitement à cause de ses épilepsies. En fait, il mélangeait tout, l'alcool, la clope, tout, et en fait, sa femme, je crois, l'a quitté. Il voyait très peu sa fille. Bien dans le film, hein. Il le dit si tu veux, mais c'est pas comme dans le film. C'est évoqué, si tu veux, quoi. Et c'est vrai que quand tu connais l'histoire du gars, bon, ok, d'accord, tu comprends, mais pour quelqu'un qui connaît pas trop Joy Division, t'as l'impression que c'est un truc un peu traité de par-dessus la jambe. On peut faire un petit parallèle avec Control, mais c'est vrai que je l'ai vu il y a très longtemps. Je sais pas si vous l'aviez vu. Oui, alors Control, c'est un film qui est centré uniquement sur Joy Division. Sur Ian Curtis, mais. Et qui propose un Tony Wilson qui est très différent. Oui, ce qu'on le voit dans le film aussi. Tony Wilson est aussi dans le film Control, et qui est très différent du Tony Wilson qu'on voit dans le 24 Hour Party People. Tony Wilson qui ressemble un peu à Saul Goodman.
Oui. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais. Voilà. C'est vrai que le nombre de fois on s'est fait la réflexion en regardant avec le film, je me suis dit putain j'ai l'impression de regarder l'origin story de Solo. Mais en Angleterre, quoi, tu vois. Mais en Angleterre, tu vois. Avec d'autres Je aspirations. me demande même si le gars qui joue Saul Goodman s'est pas inspiré de ça. Ça m'étonnerait, tu vois, mais les personnages sont tellement proches quoi que tu pourrais faire le pont entre les deux. Quoi. Bah, pour revenir sur lui, ouais, il veut bien faire les choses, il est sympa avec tous les groupes et tout. Il veut proposer une scène et tout. Donner des ronds pour faire ça, mais c'est toujours un peu maladroit et toujours un peu mal foutu, mais bon. Il a quand même proposé des groupes. Bref, bon, on va terminer cette première partie avec Ian Curtis. Donc le suicide de Ian Curtis qui entre chez lui. On sous-entend que Debbie vit encore avec lui, et donc du coup il mate la télé. Il mate quoi? Et donc qu'est-ce qu'il mate, Nelson? Il mate un film de Werner Herzog. Vous êtes sûr que c'est important? Si, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important parce qu'en plus, en matière de cinéma, il y en a trop dans cette scène. Parce qu'il faut le savoir que... Alors ça te fait rire, mais vas-y, balance. Il se tape une bouteille de vodka et en fait le lendemain, il devait partir en tournée aux États-Unis ouais. avec Johnny Depp. Ouais, bah non. Ce qui est pas très sympa. Et le film qu'il regarde, Werner Herzog, qui raconte la vie d'un jeune musicien qui doit justement partir aux États-Unis pour réussir sa vie de musicien. C'est un truc qui lui parle, ça lui a pas assez parlé parce qu'il en fait. Et en fait, t'as un plan en fait sur ces jambes qui balancent. Oui, et le film continue à tourner. C'est dans le film, cette scène avec la poule. Non, après c'est un dessin animé. Ouais, parce qu'après il y a une espèce de truc d'animation et là tu vois que c'est très anglais parce qu'on te montre quand même un mec qui s'est pendu, c'est horrible, tu vois ses jambes qui balancent en premier plan. Et ce qui passe à la télé derrière, c'est une scène débile avec plan pendant quelques minutes. Oui, voilà, l'album. C'est ça clôt la première partie du film. Là, on s'arrête en 80. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, 1981, les mecs de Joy Division, ça a duré 4 ans, 76 heures. Ils sortent un album et c'est carton plein. Carton plein. Et là, en fait, c'est que la folie du label, c'est de vouloir investir dans différents trucs, du genre, par exemple, avoir leur propre lieu pour faire des concerts, etc. Mais un truc gigantesque qui s'appelle la Hacienda, qui a coûté 700 000 livres, un truc comme ça, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est tous les profits de New Order qui passent là-dedans, parce que justement, en fait, comme il n'y a pas de contrat, c'est n'importe quoi. C'est l'argent de tout le monde, en fait, quoi. Ils vivent à crédit, je sais pas quoi, mais c'est nawak. C'est gigantesque, c'est tout neuf, c'est dans un quartier industriel, un truc comme ça, quoi. Bon, en même temps, Manchester, quoi, c'est une ville ouvrière, donc, le côté industriel, ça allait, quoi. Même les habitations, c'est dans des vieux trucs industriels. Voilà, et là, en fait, le début, ça capote un petit peu, parce qu'ils décident de garder, en fait, des groupes un peu rock indé, un peu new wave, un peu punk. Et un truc qui se passe aussi, c'est que tu sais pas comment, parce que c'est une sorte de bouillon créatif, mais aussi lié à l'émergence de nouvelles drogues comme les extas, leur popularisation, on va dire, quoi. Oui, c'est ça. Qui fait qu'il y a de nouveaux genres musicaux qui émergent. Et comme il y a une scène où le mec il dit c'est un truc de fou, les gens applaudissent pas des musiciens, ils sont tournés vers le DJ. Oui. Les gens veulent faire la fête différemment. Oui, c'est ça, que les gens veulent juste danser et s'éclater. Mais pas forcément regarder des mecs sur scène. À jouer, ils veulent juste danser. Boum boum quoi. C'est ça. Parce qu'ils en ont marre, en fait, ils tellement. Enfin, quand tu vas en Angleterre, t'as des concerts de rock, mais partout, tous les soirs, t'as ça tout le temps. Mais dans cette même période, en fait, il y a toujours la New Wave qui est présente, et t'as des groupes comme Happy Mondays qui, sur un tremplin de la Hacienda, ont terminé bon dernier, parce que c'était le vote du public. Il y a quand même Tommy Wilson qui est là et qui fait je les veux sur notre label, quoi. Oui, il le dit même dans le film, il dit ils sont peut-être derniers, mais il y a quelque chose, quoi, il y a un truc, quoi. Il croit à mort, quoi, à chaque fois. Il a bien fait, en fait, parce que c'est des bons gars, c'est quand même des bons gros losers, hein. Ouais, putain, mais c'est les losers rock comme on les aime, quoi. C'est ça, quoi. Et puis cette espèce d'esprit punk avec Bez, leur pote qui s'appelle Bez, et qui l'invite sur scène comme ça, en fait, il va les suivre de leur carrière. En plus, il l'invite en l'insultant, et le mec il monte, et puis il y va, et puis il danse. Il ne fait que ça, c'est juste là pour danser sur scène. Il est toujours vivant, je crois, mais...
Ouais, toujours vivant, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, t'as l'impression qu'il fait un AVC, quoi. Toujours debout, comme Renaud. Comme Renaud. Toujours vivant, c'était Johnny. Heureusement qu'on a nos chanteurs français. Oh la vache, quoi. À la Hacienda, ouais, Johnny, il passait souvent. Alors on a perdu un immortel quand même récemment, Valéry Giscard d'Estaing. Maintenant il va y avoir un méga combat pour la finale, donc il y a Renaud, Drucker, Jean-Marie Le Pen, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, il est intouchable. Il est trop loin, il est trop loin. Il est trop haut. La Hacienda, c'était aussi des pertes de thunes parce que c'était surtout les dealers qui en profitaient. Parce que les mecs payaient leur place de concert pour G7 ou je sais pas, ils consommaient pas d'alcool parce qu'ils tournaient à l'extra, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Ils perdaient grave de thunes en fait parce que. En fait, ça consommait dans la salle, mais pas au bar, quoi. Ouais, voilà, c'était les dealers qui prenaient le plus de pognon, ouais. Bon, attends, l'extra c'est pas cher. Hein. C'est vrai ça a combien l'extra? C'est quoi l'état, tu parles? C'est 5-10 euros. Ouais, 5 balles. Je crois qu'à produire ça coûte 10 centimes. En plus. C'est comme quoi on est vraiment sur. Non, je parle de l'extra à produire. Les tasses à 5 balles, c'est dans les gros festivals ou quoi. Si tu vas en teuf, 5 balles, t'en as plusieurs. Donc t'imagines l'époque de la Hacienda, ça devait coûter encore moins cher. Ça venait d'arriver, quoi. C'était la Hollande. Ça coûte rien, quoi. D'ailleurs, il le dit dans le film, moi ce que j'aime chez Manchester, c'est la drogue pas chère. Oui, exact, ouais. Enfin, il dit d'autres choses, tu vois, mais genre vraiment, il y a vraiment la drogue pas chère et tout. La drogue cheap et pas chère, tu vois. Et bonne, enfin, ouais. Si elle est cheap, elle est pas chère, mais. C'est de la. En tout cas, de bonne qualité, ouais. Non, même pas. Je crois pas que ce soit ça. À voir. Pas forcément de bonne qualité. À tester. La drogue médiocre, pas chère, tu vois, en gros, quoi. T'as vu leur gueule au mec maintenant? Oui, enfin, t'as vu combien ils en ont pris aussi, peut-être, que ça a dû aussi taper un peu. C'est pas la même que dans les années 80-90. Ouais, c'est forcément. Du coup, comme ils perdent énormément de fric, ils ont essayé de trouver comme magouille, c'est de foutre les dealers à la porte en fait, dans le sens en tant que vigile, pour essayer de, comme il dit, alors Tony Wilson qui est toujours très fan de grandes phrases, soit proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis, quoi. Oui, c'est exactement la phrase qu'il dit. Je crois que c'était surtout s'il fait rentrer les dealers à l'intérieur, etc., qui leur donne la veste de vigile. C'est pour qu'ils arrêtent de se ramener avec leur putain de flingue aussi à l'intérieur. Oui, parce que les flingues qui arrivent en. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que les. Mais oui, il y a une scène qui est ultra violente dans le film. Il y a un mec qui se fait flinguer dans la scène là, quoi. Oui, et même dans la rue, tu vois des gamins qui sont en vélo et ça se tire dessus. Ouais, c'est des règlements de compte de dealers parce que ouais, toi t'as vendu de la drogue à Hacienda, c'est moi qui gère le business et tout. Et même les mecs de Happy Mondays, la scène dans le bar avec. Sean Ryder qui dit ouais non, t'as volé les ça c'était avant. Ah oui, attends, ça c'est après. Ça c'était parce que mais bon, c'est un peu le pont pour c'est le pont pour arriver là-bas. Il y avait quand même pas mal de guns en. Donc arrivée de l'acid house et puis des gens qui font la teuf tout le temps en prenant des extras. Happy Mondays qui sortent son deuxième album, qui partent tourner aux États-Unis, qui reviennent avec du crack. Leur album tourne vachement bien. Comment il s'appelle, c'est con là, Factory Records, qui demandent un troisième, et les mecs ils font ouais mais bon on aimerait bien s'écarter un petit peu de l'héroïne, envoie-nous sur une île. Oui, et vous avez quoi comme île en tête et mais c'est eux qui veulent partir à Ibiza. Pas eux, non, Ibiza. Ibiza c'est New Order, non je crois. Ibiza c'est New Order. Ouais. Ah pardon. T'as New Order qui part à Ibiza des années 80 quoi. T'as New Order qui part à Ibiza pour composer. Ça coûte 200 000 boules. Ils sont restés 2 ans. Ouais, voilà. Oui, ça. Mais 2 ans pour faire un album, quoi. Et t'as Happy Mondays, ils sont partis 2 ans aussi, je crois, mais ça a coûté plus de 300 000. Ils sont partis au Barmad. Barmad, ouais. Non. Putain, ils sont partis chez le barman. Non, les Barbades, je crois. Les Barbades, oui, c'est les Barbades. C'est les Barbades. Il n'y a pas d'héroïne. Il n'y a pas d'héroïne, mais il y avait mais il y avait de la coke en masse, et voilà. Et surtout du crack, voilà. Il se passe quoi? Ils reviennent
ils reviennent avec les masters, etc. Alors attends, juste avant ça, c'est que ils vont là-bas, ils vont Barbade, et Ouais, mais New Order, eux, ils ont bien fini l'album. Oui, 24 d'accord. Hour Party People. Barbade. C'est la pub. Et en fait, le truc, c'est que Happy Mondays, c'est qu'ils les ont envoyés là-bas en disant genre ouais, c'est bon, ils trouveront pas. Le problème, c'est qu'ils envoient du fric à chaque fois pour essayer de leur faire bosser, etc. Le problème, c'est que le fric, ils l'utilisent pour s'acheter des drogues. À un moment donné, ils disent bah non, on leur envoie plus de fric. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils vendent le matos. Ah oui, ils vendent le matos du studio, ils vendent leurs fringues, ils vendent tout ça. Ah oui, ils finissent à poil, ils finissent à poil, etc. Donc ça, c'est une légende bon, après, aussi, c'est la légende, etc. Mais enfin, ils partent quand même sur l'idée de vendre tout le reste. Mais les mecs travaillent pas, ils ils foutent rien, ils ne branlent rien, quoi. Ils sont censés faire un album. Ils sont censés faire un album, mais ils ne foutent rien, quoi. Et donc du coup, ils reviennent donc en Angleterre. Sauf qu'il y en a un, comment il s'appelle, Sean Ryder, qui a pris les bandes en otage. Ouais, voilà. Il y en a un qui vient présenter, c'est le messager, il fait... Et je crois que le premier truc qu'il dit, c'est quoi cette table? C'est quoi cette putain de table? Elle est au centre de toutes les attentions à chaque fois. Quoi 30 000 livres? Tu te fous de ma gueule? Et non, si vous voulez avoir les masters, il faut payer un peu plus. Et l'autre il fait mais c'est quoi payer un peu plus et tout. Et là coup de poker, le mec il arrive avec un flingue, il tire dans la veine. Oui non mais attends mais t'imagines faut dealer avec des mecs comme ça quoi. C'est les mecs qui font partie de son label. Tony Wilson il se fait tirer dessus tu vois. Oui. Il reste mais oui il reste très anglais. Ouais, ça rien passé. Non mais il est là non mais lui il fait attention tu vas blesser quelqu'un quoi tu vois. Limite on est là quoi tu vois. Il va parler quelqu'un et tout. Le mec il se monte avec un flingue dans sa poche et tout, etc. Il y a un autre gars derrière qui tient les bandes. Alors, c'est une espèce de. Alors, faut imaginer ce que c'est que les bandes à l'époque. C'est une espèce de truc, c'est une espèce de gros carré qui doit peser 3 tonnes. On a vu tout ça dans le making-of du Black Album. Voilà, on a vu tout ça dans le documentaire Sound City. Sound City aussi, où en fait, comme tout était enregistré sur bande à l'époque, ça tout pèse une blinde, quoi. C'est pas une clé USB, quoi. C'est pas une clé USB, quoi. Donc, c'est vraiment des masters, quoi. Et donc le gars lui dit bon écoute je te négocie le truc et le mec il sort son portefeuille il dit j'ai 50 livres. Le gars il regarde et puis ok c'est bon et tout. Putain mais le mec il leur aurait filé des 20 ce serait pareil quoi. Tout ce qu'il voulait c'est du fric pour s'acheter des trucs quoi. Et il dit oh bah ça c'est pas trop mal négocié. Les mecs se sont fait tirer dessus pour acheter le truc 50 livres tu vois. Tout ça pour le défoncer dans du crack. Non mais t'as la scène où les mecs veulent acheter tout ça, tous les groupes, tous les masters de tout, ça c'est après ça va. Non c'est plus tard. C'est plus tard. C'est après. Et surtout qu'après ils reviennent après sur la fameuse table à 30 000 livres. Oui ça revient sur cette. Sur la super chaîne hi-fi des années 80. Il se passe la cassette. Il se passe la cassette, bon on va peut-être écouter tu vois. Et ils écoutent et en fait c'est le même morceau pendant genre 1 heure quoi, c'est le même morceau, ils ont rien enregistré en fait. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole, il y en a un qui fait la réflexion, comment sont les paroles quoi. Ils n'avaient pas enregistré les paroles. Mais il n'y a pas de parole. Et en fait il n'y a rien quoi. Il s'énerve pas en plus. Non, ils sont très anglais. Très anglais. Tony Wilson ne s'énerve jamais. Alors qu'il est dans des situations improbables des fois quoi. Mais oui, mais c'est lui-même qui s'est créé ces situations. Il y a une scène dont on n'a pas parlé qui est dans le tout début du film, c'est qu'à un moment il va à l'arrière d'un camion avec des prostituées et un gars, et il se fait gauler par sa femme qui ouvre le camion tu vois. Et là, mais c'est pas ce que tu crois et tout. Il a la tête de la meuf entre ses jambes. Non mais j'adore parce qu'après je t'aime Je t'aime, ouais. Je t'aime. Il la retrouve après dans les toilettes. Et oui. En train de se faire baiser par un autre mec. Il voit sont où les clés de la voiture s'il te plaît. Oui. Et après il vient la voir, il dit attends, ça par contre c'est. Alors il le dit en anglais, en anglais c'est plus facile, il dit it's a full penetration. Ouais. Et là il dit attends, moi je me suis juste fait sucer, hein, ok. Là c'est une pénétration totale, ok. Donc c'est pas pareil. Hein, et le mec se barre quoi. Le mec se barre. Il prend les clés de la voiture dans. Mais ouais, elles sont où les clés de la voiture? Elles sont dans le sac et tu es en train de se faire pécho. Ouais. Il va. Ouais, puis mais non, il le prend vachement bien quoi. Ouais, tu mais vois, après, et là il y a l'homme de ménage qui brise le 4ème mur, il fait ah non c'est pas du tout passé comme ça, c'est moi qui ai baisé cette femme là, en fait c'est la véritable personne. C'est là qu'ils disent entre choisir entre la vérité et le mythe, raconter le mythe. Caméo, il y en a plein et c'est marrant parce que dans le film, vers les 3/4 du film, il t'explique ah bah en fait on t'a pas dit de le rodin machin.
Ouais, c'est Oui, trop marrant, ils font. Bon là, dans la version ciné, on te le dira peut-être pas quoi, mais dans le DVD certainement. Mais oui, mais c'est ça quoi, c'est le truc où c'est là où au moment tu te dis, attends mais je regarde un documentaire ou je regarde un film là. Non mais c'est vraiment documentaire hein, pour moi, c'est... Et dedans il y a trop de mecs en fait qui sont encore vivants et qui ont joué dans le film. Et ils étaient pas dans leur propre rôle, du coup, mais ils étaient dans le film, quoi, tu vois. Il y a lui, là, qui était dans tel groupe, etc. C'est assez rigolo, Ils le font aussi dans The Dirt, ils brisent le 4e mur pour dire, voilà, bon, on avait l'histoire avec le manager, ils disent, ouais, normalement, il y avait lui avec, mais bon, on a décidé de pas le mettre dans le film, tu vois. Et tu vois carrément le mec qui disparaît de l'écran, et du coup, ça il y a ça part sur un seul manager, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le côté où genre, on va te réarranger le truc, mais volontairement, quoi, et on te le dit, en plus. Ouais, on te le dit. C'est pas vrai. Et au moins, on te ment pas. Molly Crew, here all week! Fucking boys, let's rock the Et bah là en fait c'est la chute de Factory et en fait il y a un truc, c'est que dès le début en fait de leur projet de label, tu comprends que c'est géré avec les pieds, c'est que le machin il dépense du pognon en fait mais pour rien. Tu sais, notamment avec toutes les promotions, en fait, à chaque fois, le mec, l'imprimeur, il arrive avec les affiches, mais le jour du concert, quoi, tu vois, mais le concert est quasiment fini, il fait « Oui, mais j'ai eu du mal à obtenir ce beau jaune. » L'autre, il fait « C'est vrai que c'est un beau jaune et tout. » Oui, mais bon, là, c'est un peu tard. Là, par contre, c'est trop tard. C'est pas grave, hein. Mais ça fait c'est souvenir. aussi la scène où t'as un gars, alors j'ai pas trop compris cette scène, alors peut-être que j'ai un peu décroché du film à ce moment-là, c'est qu'il y a un gars qui dit « Ouais, moi je veux tout racheter, Factory, tout, etc. » Et Tony Wilson, il dit « Mais non, mais j'ai rien à te vendre. Il y a rien à te vendre, il y a rien. » C'est pas ça, il dit le seul contrat qu'on a et tout, il arrache un bout de papier qu'il a accroché. Non, c'est un cadre. Non, c'est un cadre. Et c'était le papier qu'il avait créé avec son sang. Il dit « Ouais, c'est ça et tout, il n'y a rien. » Comment ça s'est fait depuis le début en fait. Il n'y a pas de contrat. Et ouais, les artistes sont libres de partir quand ils veulent. Non, justement, là, il explique la philosophie du truc. C'est the freedom to fuck off. D'envoyer tout. La liberté de tous aller vous faire enculer, quoi. Et du coup, ça fait pas tourner la maison, quoi. Ah bah non, mais ils étaient en totale faillite, quoi. Mais t'as l'impression que c'est marrant parce que tu sens quand même dans le film, on te dit qu'ils perdent énormément de fric, mais t'as pas l'impression qu'ils sont en manque de fric. Mais non, mais en fait, c'est plus qu'il y avait New Order qui vendait des millions parce d'albums. En fait, c'est l'argent qui rentre. Parce qu'ils vendaient des disques. Il y a de l'argent qui rentre, mais ça ressort direct, tu vois, c'est un flux constant. Oui, c'est tout ce qu'on gagne, on le dépense. Il y a pas... la table, la drogue, c'est vraiment le truc, quoi, tu vois, c'est genre, mais ça ne sert à rien, quoi, tu vois, mais c'est là, il n'y a pas d'investissement, les mecs ne mettent pas d'argent de côté, mais je trouve qu'il y a vraiment cette espèce, en avant, ce film-là, et vraiment de fantasme, on te donne de l'argent pour faire ta musique, mais t'as pas de compte à rendre, tu fais exactement ce que tu veux, tout ce qu'on appelle, quand un groupe signe chez le Major, on te dit c'est un vendu, et là, ils voulaient faire tout le contraire, tu vois, et je comprends d'où vient ce mythe, tu vois, du fait de l'artiste pas vendu. En gros, aujourd'hui, tu vas faire de la thune avec aujourd'hui, comme à l'époque, tu vas faire de la thune avec un artiste, tu vas investir dans les clips, dans la communication du truc et tout. Tu vois les clips d'Happy Mondays, tu sais qu'ils ont pas mis un rond dedans, quoi. Je suis désolé, quoi. C'est on fait référence au reportage d'Arte sur Rockfeld, une ferme de Rockfeld. Maintenant on fait plus ça, quoi, mettre 4 branleurs dans une maison et leur filer du fric pour voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Il dit mais plus jamais on fera ça, quoi. Et pourtant, la CNN ils l'ont fait parce qu'ils ont envoyé les mecs pendant 2 ans dans les Barbades et tout. Oui, bien sûr. Tu sais, il faut les payer ces mecs, c'est ça, ça coûte de l'argent. Nelson met en avant, genre sur Arte, Rockfeld, documentaire Rockfeld, qui est un studio qui est dans la campagne anglaise, où il y a du coup Queen qui a enregistré Bohemian Rhapsody, Judas Priest, pas beaucoup de groupes anglais qui ont enregistré là-bas, et le documentaire se termine un peu sur le fait que on fera
plus jamais on pourra envoyer des gamins payer aux frais de la princesse. Ouais, Oasis sont enregistrés là-bas aussi. Ouais. Et c'était une horreur. Wonderwall a été enregistré là-bas d'ailleurs. Là-bas en 2 minutes quoi. C'est-à-dire que le mec il savait déjà. Ouais, c'est bon, je le fais vite fait comme ça. Après, je pourrais aller voir des pentes. Bah, mine de rien, ça empêche pas de faire des bons albums. Bon, bah, par contre, l'album il est super bien quoi, tu vois. Et Wonderwall est super cool quoi, tu vois. Et Robert Plant a enregistré des albums là-bas aussi. Oui. Je pense que ce qu'ils ont peur, c'est fameux mauvais album d'ailleurs. Les mecs se perdent pendant 2 ans dans le truc à se défoncer la gueule, tu vois. Mais maintenant, les artistes sont moins attachés à un label, tu peux tout faire un peu chez toi maintenant. T'as pas besoin d'un label pour faire du son maintenant. Non, parce que la technologie fait que quand tu peux enregistrer chez toi dans ton ton château, que tu peux faire ce que tu veux. Sivaris, il a commencé bien sûr. Oui, alors tu parles d'Iron Maiden, mais... Je pense que maintenant ils peuvent même enregistrer dans leur avion, je suis sûr. Ah oui, dans leur chiotte. Ouais, les gars. C'est l'époque, t'avais besoin d'un label pour te faire enregistrer, mais t'as un PC ou quoi. Oui, t'as un bon PC, une bonne carte son, tu te débrouilles bien en informatique, oui, tu peux enregistrer un album chez toi, quoi. Mais du coup, c'est ce côté ambiance, on reste 2 semaines ou 1 mois, 2 mois. Bah, tu perds en authenticité. On travaille un son sur un son de batterie, voilà. Voilà, je pense que. Un son de batterie, ça y a plus. Je pense qu'en fait, s'isoler dans un endroit en particulier pour écrire un album et tout, déjà il y a toujours des groupes qui le font. Et ça peut peut-être apporter quelque chose ou pas, ça dépend peut-être du style que tu fais ou quoi, peut-être ça va rien apporter de plus, tu vois. Mais je pense que les albums qui ont été enregistrés dans ces conditions-là, ils auraient peut-être été différents. Peut-être maintenant où chacun chez soi, où on t'envoie des fichiers par internet et tout. Fichiers MP3 et fichiers. Ouais, je pense qu'il n'y a pas la même ambiance. Ouais, tu c'est vois, pas moi, parce que les mecs sont tous sur place. Quand t'es sur un projet, que vous êtes tous ensemble, vous êtes partis vous isoler dans un truc pour faire quelque chose, pour vous sortir les doigts du cul, entre guillemets, tu vois. Non, mais même des fois, ils sortent les doigts du cul, parce que du coup, comme on parlait précédemment avec Happy Mondays qui partent dans les barbanes et qui foutent rien, tu vois, qui foutent rien, et t'as forcément des groupes qui foutent rien, quoi. Je pense qu'il y a des groupes qui sont plus prédisposés à être des branleurs. Ouais, c'est ça. Happy Mondays. Des fois, tu as des gars qui, même s'ils vont se déchirer la gueule, ils sont créatifs. Tu vois le film, elle est forcément orientée par rapport à la musique new wave et post-punk. On sent quand même en fait ce côté très triste et citadin qui est quand même assez bien. Banlieue peut-être, non ? C'est un peu banlieue ouvrière. Mais pas seulement, en fait, témoin d'une époque où on sent, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas forcément notre place dans ces rouages-là, on se sent pas bien, toujours dans un semi-état dépressif, mais il y a toujours quelque chose, comme dans cette musique et dans ce film, qui nous dit « Mais non, mais c'est quand même marrant, là, et il faut s'amuser. » Tu sais, t'as un côté très triste dans les paroles, dans la profondeur des textes, dans la musique elle-même, mais quelquefois, en fait, t'as des petits côtés, en fait, en majeur, là, tu vois, ça remonte, et ça te donne envie de bouger ton petit corps frais, quoi. Et de te dire en fait, ah ouais, accroche-toi, il y a des produits pour ça et tout. Non, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a pas que la drogue. Mais il y a les potes, il y a la famille, il y a plein de trucs. Si, il y a la famille quand même, on en parle un petit peu dedans, mais c'est vrai que non, ça aide pas forcément, ça, mais pas tout le temps, pas tout le monde. Mais qu'en gros, ça me parle toujours à notre époque, parce que on se sent pas bien, quoi. Peut-être 2020, vous avez vu cette année absolument immonde. Mais est-ce qu'on a perdu l'envie de s'amuser ou de sourire ? Sauf qu'on se sent quand même un peu triste. Là-dedans, c'est que la dance, et enfin la house même plutôt, qui est née de cette période-là, à ce côté-là, un petit peu, tu sais, genre un peu ironique sur genre on fait la fête mais on est quand même un peu triste. Ouais, c'est pas pas ça, ouais. Là, dans la ville où ils vivent, du coup, c'est vrai que c'est pas bucolique, quoi, Manchester. Hein. Il y a ce côté un peu défonce éphémère, on veut du son tout de suite le vendredi soir. Et du coup, je te donne une autoroute en main pour le film à regarder après. Oui, alors c'est parce qu'il y a après ce film donc, qui
dépeint toute une époque par ses sons, sa façon de vivre, sa façon de consommer la musique, etc. Il y a le film Human Traffic qui pourrait être un peu la suite de ce film-là, qui enchaîne directement sur les rave parties dans les années 90 par des ados qui veulent vivre à fond la caisse cette époque. On parle pas de groupe dans ce film-là, il y a très peu de groupes qui sont cités, on n'est pas... C'est un mode de vie plus. C'est plus un mode de vie qui est exprimé dedans, et c'est vrai que je l'avais pas vu, c'est toi Nelson qui me l'a montré. C'est un peu la suite qui ouvre sur le côté peut-être un peu plus dur de la vie anglaise à l'époque. Côté banlieusard. Et très banlieusard. Banlieusard en fait. Très banlieusard, et surtout sur... moi ce que j'aime beaucoup dans ce film de Human Traffic, c'est surtout l'appréciation de la musique. C'est des gens qui sont très fans de musique. Et même moi qui suis très fan de musique, et je vois des gens qui sont pas fans de la même musique que moi, mais leur passion me parle en fait. C'est très très cool. Regardez Human Traffic, c'est une très très bonne suite à 24 Hours of People, toujours dans le même délire, quoi. Un peu documentaire. Après le côté mode de vie, voilà, on prend de la drogue, on a un boulot de merde la semaine et le... Ouais voilà, c'est la semaine on bosse et le week-end on s'éclate, quoi. I swear on my mother's life, I'm having the best time being off my pickle and feeling the music. Life's amazing. What's wrong? Nothing. I am dealing with a monumental case of Mr. Floppy. I can't stop thinking about my girlfriend fucking other men. You're always touching people, aren't you? Nice one, bruv, yeah. Oh, nice one, brother. Nice one, brother. Nice one, brother. Said, nice, bruv. Nice one, brother. Nice one, bruv. Brother. And R2D2. When he's... Remember that? And, you know what? Fuck it. JL, un petit avis sur... moi ma conclusion, je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à la fin de ce film, moi j'ai envie d'aller à Manchester, même si c'est dans la grisaille dégueulasse anglaise et tout, j'ai envie d'aller me boire des pintes. C'est vrai que ça donne envie. Hein, bah sinon il y a plus près, hein, tu vas à Charleroi en Belgique, hein, si tu veux un lieu dégueulasse, boire des pintes, c'est pas mal, hein. Je sais pas, Vilbert de Charleroi. Conclusion, qu'est-ce que je peux faire mieux que regarder le film? Il y a une partie d'histoire de la New Wave, c'est parfait. On passe au tirage. Ah oui. Alors vas-y, tu tires le film. Alors je tire le film. Attention, roulement de tambour. Ce sera pas le prochain podcast, mais... Ce sera pas le prochain, mais... Après le... Bon, j'en ai un. C'est Matrix. Non, sérieux. Ah mais on l'avait mis alors. On a mis Matrix. Oh, je me rappelais pas. Du coup, on a mis Matrix. Donc le prochain Cinémagique sera sur Matrix. Oui, il y a Matrix 4 qui sortira. Ça sortira peut-être en même temps d'ailleurs. On sera raccord avec l'actualité. Bon, alors vas-y, tire-nous un gros. Celui qui est bien plié. Il y en a pas, avec des boulettes. Oh putain. L'écrou. Allez, parti. Allez. Le prochain épisode de Riff Machine, parce qu'on n'a pas sorti d'épisode de musique depuis le milieu de l'année. Le milieu de cette année, on n'a pas sorti d'épisode de musique. Ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. Et donc le prochain, ce sera... Et donc on pourra garder notre JL. Motley Crue. Et le Hard FM. Le Hard FM. Et le Hard FM en général. Et donc du coup, on parlera de Motley Crue. Bon, c'était donc le Riff Machine, hein. Merci de nous avoir suivis à vous, et puis on se revoit bientôt. Pour Motley Crue. Très très vite pour Motley Crue. Dans le slip de JL, c'est la fête là. Alors là, c'était parfait pour JL. Allez, bisous, à bientôt. À bientôt, ciao. Bisous, ciao.